Merci pour l'invitation, Christophe et tous les membres des Échelle Inconnue. Là que j'ai connu Julie et Christophe près de Lyon il y a pas longtemps, en février, dans sa rencontre très intéressante et en parlant, pues, il me disait déjà, Christophe, que ça serait intéressant de peut-être amener ici un peu une présentation de ce qui est en train de se passer en Espagne et en plus un peu attaché à des recherches que je suis en train de développer par rapport à la ville numérique. Je vais juste essayer de montrer on va voir la présentation. Voilà, comme vient de dire Christophe, mon domaine c'est plutôt la ville numérique. Par contre, j'ai toujours travaillé aussi sur ce qu'on peut appeler urbanisme participatif, ou des fois on appelle aussi ça urbanisme peer-to-peer. C'est-à-dire un urbanisme qui est développé pas hiérarchiquement, mais horizontalement, avec des mouvements qui se développent entre les citoyens, on peut dire, très simplifié. Et vous voyez un peu cette image qui pour moi c'est très très importante. J'imagine que vous, au moins une fois, vous avez vu cette image. Ça c'est Puerta del Sol, c'est la place centrale de Madrid. Il y a 2 ans, en 2011, a été prise, on peut dire, pour les citoyens. C'était quelque chose qui est vraiment très intéressant. J'ai parlé de ça un peu plus tard, mais je voulais commencer avec cette image parce que c'est un peu le symbole de ce qui est en train de se passer en Espagne. L'idée, du coup, j'imagine que vous aurez entendu parler d'un concept comme Smart City, la ville intelligente. Moi, j'aime pas trop ces concepts. C'est pour ça que je parle plutôt de Sentient City, c'est-à-dire comme tenir en compte tout l'aspect social qui est fondamental dans le développement de la ville. Pour ça, je dis qu'on doit parler plutôt de la ville de la connaissance. On va voir aussi ça, pourquoi je parle de ça. En fait, c'est l'idée qui ramène à un discours d'un philosophe qui s'appelle Pierre Lévy, qui a commencé à parler déjà dans les années 90 de l'intelligence collective. Il disait que on est en train de changer, on passe de la société qui se développe autour on peut dire du mouvement des marchés, on peut dire. On commence à changer vers une nouvelle société qui est basée justement sur la connaissance. Justement, pour ça, il faut du temps, mais moi je suis vraiment convaincu de ça. On va passer à une nouvelle société où vraiment la chose la plus importante, c'est la connaissance de chacun. En fait, ce que disait Pierre Lévy, c'est que l'intérêt de la connaissance, c'est que chacun a une connaissance spécifique. Moi, j'ai une connaissance, vous avez chacun une connaissance qui est vraiment spécifique. Du coup, si on imagine la ville comme l'union de toute cette intelligence, on peut arriver à imaginer une vision un peu plus intéressante de ce qui est vivre dans cette ville et en plus comment penser la gestion de cette ville. On va voir ça un peu plus tard. Bah, par rapport à la Smart City, moi j'aime pas le concept, un peu parce qu'on imagine les citoyens comme un usager. Moi j'aime pas ça, parce qu'on pense à la gestion, l'aménagement de la ville comme un conseil centralisé où il y a des gens qui prennent des décisions. Et j'aime pas non plus parce que
ça semble un peu à une banalisation de la gestion. C'est comme que la technologie vient à tout résoudre. Non, non, c'est pas tant simple que ça. Et ça, c'est un peu l'idée, non? Le Smart City, cette union entre ciudad et ville et technologie. On voit bien qu'il manque une chose très importante, c'est les gens. C'est pour ça que je vous disais que j'aime plutôt cette idée de citoyen à plus technologie. On peut imaginer une sentient city. Et là, vous voyez, en fait, une réflexion que je fais de plus en plus, que je pense que c'est fondamental pour entendre un peu ce que je vais parler. Peut-être je vais essayer de l'expliquer, peut-être c'est un peu théorique, mais finalement c'est pas tant théorique, autant théorique que ça. Et en fait, quand je pense à la ville, je pense beaucoup à quel est notre style de vie quotidien. Comment nous on se promène dans la ville, quelle est notre vie dans la ville, quels sont les lieux que nous utilisons, comment nous rejoignons, quelles sont notre relations avec les gens, les amis, la famille, etc. En tout ça, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération. Et il y a une question très claire, c'est le système économique. Et après, il y a tout un écosystème culturel et social qui fait que notre vie prend une direction ou une autre. Mais j'ai essayé de résoudre tout ça dans deux schémas un peu généralistes peut-être, mais je pense qu'ils vont aider un peu à expliquer, montrer ce que je vais développer après. Je pense que maintenant, nous, on continue à vivre un écosystème de la choix. C'est-à-dire que on a fait un peu on pense que la chose la plus intéressante, la plus importante qu'on doit avoir, c'est le droit à la choix. D'ailleurs, la démocratie est basée sur cette idée. Et nous, on doit avoir le droit à choisir les élus, les représentants politiques, et tout ça, parce que ça, c'est le principe fondamental de la démocratie. Mais cette idée que c'est intéressant quand même, il y a des choses qui font que je pense qu'on peut imaginer un système différent. La première, c'est qu'on s'est habitué à déléguer. C'est-à-dire que cette choix nous positionne dans un lieu où il y a toujours quelqu'un d'autre qui doit faire des choses, pas nous-mêmes. Et moi, je suis content parce que je peux choisir qui doit faire ça. Mais jamais c'est moi, c'est toujours des autres. Donc, je me questionne sur ça. Quelle est ma position, mon identité de citoyen, si moi j'ai toujours pense qu'il y a d'autres gens qui doivent être responsables de certaines choses. Après, il y a un autre système qui nous a amené, je pense, dans une mauvaise direction, c'est la spécialisation. Ça, c'est plutôt dans le système peut-être économique, culturel, c'est-à-dire la société, finalement, nous a dit que pour avoir une position dans la société, il faut être spécialisé sur des choses. Il faut travailler beaucoup, voire étudier beaucoup, faire de la formation pour être un très bon spécialiste sur une chose très concrète. Et on pensait que ça, c'était parce que il y avait une idée, on peut aimer au moins, mais bon, si tout le monde était spécialisé, on pensait que la société allait mieux. Si tous, on est très bien dans une chose, tous ensemble, on construirait une société beaucoup plus pointue, très organisée, etc. Bah,
je suis pas d'accord sur ça. Justement, je pense que c'est déjà très évident que ça marche pas comme ça. Et justement, après, on va voir, vous le voyez déjà, un autre concept que c'est l'intelligence collective dont parlait Pierre Lévy. Donc, alors, cette spécialisation, c'est très mauvaise parce qu'en plus, nous a habitués à développer une attitude qui, vous voyez après, cette séparation entre ce qui est production et ce qui est consommation. C'est-à-dire que dans notre vie, nous sommes normalement producteurs d'une chose très concrète. Par exemple, moi je suis architecte. On peut dire que je suis producteur dans l'architecture, mais tout le reste qui fait partie de ma vie quotidienne, moi je rentre dedans seulement comme consommateur. Soit dans un point de vue économique, soit sans tenir en compte la question économique. Un exemple vraiment très un peu con, mais par exemple, faire une promenade dans une rue, c'est aussi faire de la consommation. Je suis pas en train de dépenser de l'argent, mais on est en train de faire une consommation parce que mon action dans cette rue, ça est pas relationné, n'est pas associé à un processus de construction, par exemple, d'une identité de cette rue. La construction de cette rue, de la communauté qu'il y a associée à cette rue, peut-être c'est plutôt quelque chose qu'on est en train de faire maintenant ici. Parce qu'il y a des choses qui se passent à côté de cette rue, il y a des gens qui vivent à côté de cette rue, il y a des gens qui s'organisent, qui font des choses. Ces processus, c'est les choses qui donnent l'identité, qui on peut dire qui crée la rue. Nous, si on se promène, on est des consommateurs. Une autre chose qui a créé un peu cette idéologie de la choix, c'est l'isolement. En fait, nous, on est un peu enfermés dans notre maison. Et je pense qu'il y a aussi ici en France, il y a aussi cette pub de Ikea, non? Tu es le roi de ton royaume, non? Chez toi, tu es le roi, non? C'est un peu. Et un peu l'idée, c'est associé à tout ce que je viens de dire, la délégué, spécialisation, producteur, consommateur. Finalement, nous, on est enfermés chez nous. Par rapport à ça, je pense qu'on doit bouger vers un nouveau système, écosystème, c'est mieux, que j'appelle l'écosystème du construire. C'est pas suffisant de choisir, il faut participer, non? On ne doit pas seulement déléguer, il faut participer. Il faut pas se spécialiser, il faut hybrider. Je pense que c'est important de c'est pas se centrer dans un domaine et pas voir ce qui se passe à côté, parce que pour nous-mêmes et pour la société, c'est mauvais. Un exemple aussi très simple. On est en train de construire les voitures les plus écologiques de l'histoire. Même électronique, je sais pas quoi. Mais si on peut pas bouger dans la ville, ça sert à rien. Du coup, c'est important que les gens qui sont en train de penser à la gestion de la ville, les gens qui travaillent sur la production des voitures, je pense qu'ils doivent travailler ensemble. Et peut-être que des fois, on doit aussi prendre des décisions importantes que c'est pas produire. Peut-être, non, ou produire moins. Et en France, je sais qu'il y a un très intéressant mouvement de décroissance. Je pense que c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça parce que sinon on parle de trop de choses. Et du coup, par rapport à la différence entre production et consommation, il y a ce concept-là que c'est le prosumer. Je sais pas comment on dit en français, mais en fait, nous, là, on est tous des prosumers. C'est-à-dire qu'on est des producteurs et des consommateurs en même temps. Ça, on est en train de voir ça, de vivre ça, pour l'instant, plutôt sur le monde numérique. Parce que on a commencé avec les réseaux sociaux ou des choses aussi simples comme
YouTube, que je pense que tout le monde vous connaissez, ou des blogs et tout ça, finalement, ce que nous on est en train de consommer, c'est des choses que nous-mêmes nous avons produites. Et ça, on peut parler soit directement, personnellement, soit comme citoyen. Non? On commence à changer des informations qui sont produites par nous-mêmes ou par les autres citoyens. Par rapport à l'isolement qu'on est en train de vivre maintenant, on commence à bouger vers une intelligence collective. C'est-à-dire que ce changement d'information en temps réel, ça nous permet de nous organiser d'une forme plus intelligente. Ce que je veux dire avec ça, c'est que pour avoir une intelligence collective, c'est important de que chacun puisse bouger dans ses idées et dans ses actions par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est pas d'être tous d'accord sur une idée et ça c'est l'intelligence collective. Non, c'est tous, on bouge très rapidement sur une question parce qu'on voit que si on fait une action, on peut voir très rapidement quelle est la réaction et si ça nous plaît pas, nous on peut changer d'idée, d'avis et faire une action différente. Ça c'est un peu en général, un peu théorique ce que je veux dire, mais après on va voir que c'est ce qui s'est passé en Espagne avec les indignés. Je vais expliquer comment ça a commencé ça et ça c'est de l'intelligence collective pure. Et justement, avant de continuer avec l'explication un peu de cette idée de Sentient City, je pense que ce qui s'est passé en Espagne, ça peut nous aider à l'entendre mieux. Non? C'est-à-dire, je vais faire aujourd'hui un essai, c'est-à-dire pas expliquer d'abord la théorie et après le pratique, sinon à l'envers. Voir ce qui s'est passé en Espagne et après voir, parce que pourquoi je pense que ça va changer beaucoup de choses dans la façon de gérer, de penser la ville du futur. Bon, on retourne sur le Puerta del Sol. Et j'ai parlé d'intelligence collective parce que ça, comment s'est passé ça? Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je pense que ça vaut la peine de vous expliquer très rapidement. En Espagne, en fait, il y a déjà, depuis longtemps, il y a tout, et surtout à Madrid, il y a tout un mouvement culturel que normalement on définirait comme alternatif au proteste, c'est pas vraiment ça, mais alternatif. Mais c'est-à-dire qui était vraiment très comment on peut dire stigmatisé. Je sais pas si c'est ça le mot. On disait c'est des antisystèmes. Il y a eu un dialogue très intensif entre des gens qui venaient des milieux différents, qui pensaient de formes différentes et tout ça. Et c'est commencé à devenir un peu plus inclusif. C'est-à-dire c'est commencé à devenir moins stigmatisé. Tu n'étais pas un antisystème, mais tu étais quelqu'un qui était en train de vraiment de penser à comment être bien ensemble, tout simplement. Et par contre, tous les systèmes politiques officiels, l'État, il n'a pas été, il n'est pas non plus maintenant capable de voir cet processus de transformation. On pourrait dire un peu de construction d'une identité citoyenne qu'on avait perdue. Et du coup, il y a vraiment une distance énorme entre ce qui les gens sont en train de penser et développer et ce que les institutions publiques offrent comme possibilité. Un peu l'histoire, non? 15 mai 2011, dans toute la France et l'Espagne, il y a eu la première manifestation organisée en dehors de syndicats, partis politiques, tout ça. C'était des gens qui s'étaient mis d'accord par Internet. Après, on va parler aussi avec ça.
C'était une organisation où il n'y avait pas de tête, mais il y avait un système à réseau. Chaque ville, il y avait des responsables qui organisaient la manifestation. La manifestation a eu un très bon succès. Personne n'attendait à ça. Et déjà ça, c'était intéressant. Mais il y a eu un phénomène que c'était pas attendu, que c'était pas prévu. C'est-à-dire que dans la place Puerta del Sol de Madrid, il y a une trentaine de personnes qui décident de rester dans la place, de passer la nuit dans la place. Il semble que tout va bien, mais par contre à 5 heures du mat vient la police et d'une façon un peu cruelle frappe directement les gens qui sont là et il les sort, non, il les expulse de la place. Mais il y a eu une chose nouvelle dont on n'est pas habitué normalement jusqu'à la date, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont filmé l'action policière très cruelle. Le lendemain, les images, ils ont fait le tour de l'Espagne. Et les gens, ils ont, ils se sont donné rendez-vous la nuit à 8 heures dans la place. Et ça, c'est le résultat. En fait, avec ça, la police, ils pouvaient rien faire. Il y a une anecdote très sympa, c'est que moi, je vivais à côté, en fait, par là, et j'étais à la manifestation du 15 mai, mais je m'imaginais pas du tout à ça. J'étais passé le matin, j'avais vu des gens qui s'étaient en train de parler, mais j'imaginais pas ça. Et j'avais un ami qui était à Helsinki, qui m'écrivait par Skype et me disait Domenico, il y a quelque chose qui se passe en Espagne et à Madrid. Et je disais bon, il y a eu une manifestation, c'était très intéressant, c'était nous. Il me dit non, il y a une chose qui se passe à Madrid, est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que c'est? Moi j'ai dit je sais pas. J'ouvre Twitter et je commence à voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que les gens disent sur Twitter et je me rends compte que en fait les gens, ils étaient en train de se donner rendez-vous dans toutes les places, dans les places les plus importantes les villes les plus grandes d'Espagne. C'est-à-dire que il y avait un phénomène spontané qui c'était possible parce que on avait créé entre tous une ambiance qui faisait qu'on se sentait tous partie d'un mouvement, qu'on ne savait même pas qu'est-ce que c'était. Mais tous, on sentait l'exigence, l'envie de se promener, d'aller dans cette place. Et moi aussi, je suis descendu de chez moi et je suis allé là. J'ai vu ça, c'était incroyable, non? Mais c'était incroyable parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était ça. On était tous là, on était contents, mais on savait pas. Il n'y avait pas un but. Ça a été aussi, ça continue à être une critique qu'on fait à les mouvements des indignés. Oui, bon, très bien, vous voulez changer le monde, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? On veut changer le monde, il faut aller doucement, mais les médias aussi, ils essayaient de cadrer ce phénomène dans un système politique. Quel parti vous a poussé à faire ça? Quels sont il y a même des médias qui pensaient qu'on était des terroristes. mais tous les systèmes qu'on connaissait, les systèmes anciens, ils pouvaient pas comprendre qu'est-ce que c'est ça. Parce que c'était de l'intelligence collective. Tous, on était en train d'expérimenter quelque chose que c'était nouveau. Et cet échange rapide d'informations a été essentiel. Parce que on se sentit tous ensemble. C'est-à-dire que nous, on voyait sur les réseaux sociaux que c'était pas seulement que ça, sinon que dans toute l'Espagne, c'était commencé ici, mais après, toute l'Espagne voulait faire partie de ça. Non? Il n'y avait pas une tête, c'était complètement un réseau. Je vais vous parler un peu des lieux
qu'il y a à Madrid, qui, je pense qu'ils ont eu un rôle important dans ces changements. Un lieu important, c'est un peu peut-être naïf, mais moi je suis convaincu sur ça, c'est que par exemple à Madrid, il y a je sais pas si on dit, une habitude, les étudiants des dernières années, qui sont en train de faire son mémoire pour terminer les études, ils louent un appartement et ils travaillent ensemble pour faire cette mémoire. Ils font pas ça chez eux. Normalement, c'est des gens qui vivent à Madrid, non? Ils ont pas bougé, ils vivent pas seuls, non? Ils ont pas son espace d'indépendance. Comme par exemple, j'ai pu avoir moi, je suis italien, je vivais à Madrid, j'avais mon appart à moi, j'avais mon indépendance. Non, les fils des Madridiens, comme ils vivaient chez ses parents, et vous savez qu'en France, comme en Italie, on a un problème avec ça. On vit beaucoup longtemps avec nos parents. Bah, du coup, à Madrid, il y a eu cette démarche. Les étudiants, tu vois, 20 ans, 21 ans, ils commencent à louer un appart, mais pas pour vivre, mais comme un laboratoire. Ça, c'est très important parce que un laboratoire, c'était un laboratoire pas du tout relié à comment on peut dire, les conditions économiques dont je viens de parler. C'était des gens qui utilisaient cet espace pour vraiment faire de l'innovation, de l'expérimentation. Ils n'étaient pas du tout, ils n'avaient pas de soucis économiques. Et du coup, en plus, vous savez qu'en Espagne, il y a eu une très forte boule immobilière. Ça aussi, ça a aidé pas mal. C'est un peu bizarre de dire ça. Après, j'explique pourquoi. Mais surtout dans le cas des architectes, il y avait plein de concours d'architecture. Du coup, les étudiants, ils se rassemblaient pour faire ces concours-là. Et beaucoup de fois, ils ont même gagné des concours. Et des gens très jeunes, non? 23 ans, ils se retrouvent en train de gagner un concours pour faire un musée dans la ville de Léon. Et ça, c'est passé en Espagne. Tout ça, ça a amené vraiment une vivacité culturelle. C'est-à-dire que ces étudiants, en fait, ils avaient aussi ils étaient en train de développer une nouvelle démarche, une nouvelle écosystème éthique. C'était un peu aidé pour cette manque d'inquiétude économique. Du coup, il pouvait être vraiment utopique. Et dans cet lieu, moi j'ai connu quand je suis allé à Madrid, moi j'ai vécu une année à Paris, après j'ai bougé à Madrid. Et justement, j'avais des amis qui travaillaient sur ces lieux-là. Non? Moi, je rentrais dans ces apparts, c'était incroyable. Tu rentrais, je sais pas, peut-être c'est un peu comme il passe ici, peut-être, non? Tu rentres dedans et tu vois qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire des choses, mais sans aucun souci économique. Ils pensent à une forme de vie différente, et très utopique et tout ça. Non? Mais par contre, ils matérialisent ça avec des projets concrets. Parce que la bulle immobilière, c'est ça un peu bizarre en Espagne. La bulle immobilière, ce qui a fait aussi, c'est qu'il y avait plein de centres culturels qui se construisaient, qui étaient vides de contenu. Du coup, les jeunes les plus actifs, ils commencent à proposer à ces centres-là des activités dans les centres culturels des villes espagnoles. Et c'est des activités vraiment avec une nouvelle éthique. C'est pas juste de la consommation, c'était vraiment des idées différentes, non? Qui étaient justement produites dans ces lieux-là. Après, il y a d'autres lieux que c'est un peu très bizarre qui se passe à Madrid. C'est ça. En fait, ça c'est un lieu qui est un peu un mélange, un hybride. C'est le résultat d'un groupe de journalistes qui ont commencé il y a longtemps un blog local. C'est-à-dire que c'est un blog qui parle juste d'un quartier de la ville de Madrid. Et après des années, en fait, ils ont vu que c'était intéressant d'associer à cette communication digitale numérique
une communication, une relation physique. Et, d'ailleurs, je vous ai pas spécifié quelle est ma recherche, mais ma recherche justement va dans cette direction. Moi, je suis convaincu que les technologies numériques nous amènent directement à une récupération de l'espace physique. J'essaierai peut-être à la fin de la présentation d'expliquer pourquoi je suis convaincu de ça. Et ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, il y avait une communauté qui c'était numérique, mais ils ont eu l'exigence, la nécessité de retrouver un lieu physique où se retrouver. Et ça, en fait, c'est un peu tout. C'est un lieu où il y a des cours de n'importe quel domaine, et c'est un centre culturel, c'est un lieu de rencontre par les associations des voisins du quartier. Il y a un peu plein de choses qui se passent dedans. Non? Vous savez, il y a aussi cette démarche des groupes de consommation que peut-être vous connaissiez. J'imagine qu'ici, il y a aussi non, ça, c'est-à-dire des gens c'est aussi ça, de l'intelligence collective qui se met d'accord pour acheter ensemble des produits biologiques, écologiques, directement aux paysans. Non? Et pour ça, normalement, on a besoin d'un lieu où prendre les choses que tu achètes, non? Les végétales et tout ça. Après, il y a un autre endroit très important, ça s'appelle la Tabacalera. C'est un lieu, c'était une industrie du tabac, c'était public. C'est à l'État, c'est du ministère de la Culture. En fait, c'était prévu dans cet bâtiment la construction d'un musée, un autre. Mais heureusement, l'État, il n'a pas eu l'argent pour faire ça. Du coup, comme dans les quartiers, il y avait depuis longtemps tout un mouvement qui demandait l'usage citoyen de cet espace, il s'est passé quelque chose d'incroyable. En fait, le ministère, il a donné en gestion l'usage d'une partie du bâtiment. C'est-à-dire que ce bâtiment est géré par les citoyens, les voisins du quartier. C'est aussi très bizarre parce que, en fait, ça ressemble carrément à un centre social occupé. Peut-être que quelquefois vous avez vu un espace comme ça, très informel, mais tu as un agent de sécurité à l'entrée parce que ça fait partie de l'accord que les citoyens ont eu avec l'État. C'est-à-dire que l'État a donné deux conditions très importantes. C'est que personne ne peut dormir dans le bâtiment. À 12 heures, tout le monde doit quitter le bâtiment. Et ça, c'est incroyable de voir comment ça se passe ça. Parce que là-dedans, il rentre aussi 2000 personnes. Et voir comme 2000 personnes quittent chaque jour les bâtiments pacifiquement et personne ne reste dedans dormir, c'est incroyable. Et après, il y a cet accord qui est à la porte, il y a un gars de sécurité qui, en fait, ça sert à rien, mais il est là. Et après, il y a un autre espace, ça c'est aussi très intéressant, ça s'appelle Campo de Cebada. Est un espace, avant c'était une piscine municipale. Ici, à Madrid, en fait, la gestion publique, c'est un peu schizophrénique, je pense. Je vais expliquer pourquoi aussi. D'un côté, il bouge beaucoup par rapport à transformer la ville avec des collaborations avec des grosses entreprises. Dans ces cas, en fait, l'idée c'est enlever la piscine pour reconstruire un nouveau marché, mais avec l'argent de grosses boîtes. Je sais pas si vous connaissez une boîte, c'est comme Carrefour en Espagne, en France. Ça s'appelle le Corte Inglés, par exemple. C'est une grosse boîte de distribution des marchands. Et par contre, la crise a fait que ici, non plus, il y a pour l'instant la capacité de construire un nouveau bâtiment. Du coup, il y a un vide. Ça, c'est complètement dans le centre de la ville. C'est le centre à côté des Portes del Sol.
il y a ça. C'est un vide. Du coup, il y a eu occasion, avec une nuit blanche, c'est pour ça que j'ai dit c'est schizophrénique, parce qu'il y a une nuit blanche organisée par la mairie, mais on peut dire que les gens qui ont pensé la programmation de cette nuit blanche, c'était les gens dont je viens de parler. C'était ces groupes d'étudiants qui maintenant ils ont grandi, et qui étaient utopiques et qui pensaient à des choses différentes. Du coup, ces gens, ça s'appelle Basurama. C'est justement ces gens-là que j'ai connus à Paris. C'est la raison pour laquelle j'étais à Madrid. Ils disent, bon, nous, on fait ça, mais on va donner à la nuit blanche une côté différente. On ne veut pas que ce soit une nuit de consommation. On veut que ce soit l'occasion pour construire une nouvelle forme d'entendre la ville. Ils disent, bon, on va chercher des lieux qui sont pas utilisés pour les transformer dans des lieux d'opportunité. Et ça, ils ont appelé d'ailleurs des Français, un groupe qui s'appelle Exist, pour qu'ils viennent dans la nuit blanche, d'ailleurs 3 semaines en avance, pour transformer cet espace et construire une piscine vraiment low cost, une piscine en bois très bien faite, très chouette, mais low cost. Le processus, c'est qu'en fait, les voisins, du coup, voient que cet espace a un potentiel énorme, et après la nuit blanche, ils commencent à s'organiser, avec l'aide aussi de certains architectes, toujours cette génération dont je vous parlais tout à l'heure. Ils commencent à parler avec la mairie pour demander la gestion de cet espace. Et finalement, la mairie offre cet espace en gestion citoyenne. Et maintenant, est l'un des espaces les plus intéressants de Madrid. Si vous allez à Madrid, n'oubliez pas du tout visiter ça, parce que c'est un espace que c'est quelque chose qu'on peut associer un peu à ce mouvement des indignés, dans le sens que c'est un nouveau imaginaire. C'est ça que c'est important. J'ai parlé tout à l'heure de la différence entre choisir et construire. Ça, c'est aussi ça. Je choisis pas la place la plus belle pour prendre un glacé, mais je m'engage dans la construction d'un nouvel espace qui a une forme complètement différente. Je parle d'une forme pas dans le sens formel, mais dans les moyens dans lesquels je vis cet espace. Dans cet espace, il y a plein de choses. Il y a par exemple un potager. Les voisins, ils se sont mis d'accord, il y a un potager. Et maintenant, ils sont en train de construire je sais pas si ça s'appelle ça, un géode pour l'hiver. Et après, un autre espace important, c'est Medela Prado. Ça aussi, c'est un laboratoire, mais c'est un laboratoire public. Encore une fois, c'est la mairie qui a ça. C'est un espace qui fait un mélange, un hybride entre nouvelles technologies, art et innovation sociale. Moi, personnellement, je suis très impliqué avec cet espace. Il m'a beaucoup donné, je peux dire, parce que, encore une fois, c'est l'idée que c'est pas un espace qui offre des choses à consommer, mais c'est un espace qui offre la possibilité de développer des projets. Donc, j'utilise un espace public pour développer des projets. Comment gérer ça? En fait, ils font un espèce ils ont deux moyens. Il y a un moyen totalement ouvert, c'est-à-dire que tu vas parler avec eux pour parler de tes projets, pour voir si ça peut connecter avec d'autres gens qui ont des intérêts communs, ou sinon il y a des appels à projets chaque année pour que tu puisses proposer des projets et développer ça avec des gens. Mais ça, c'est important, l'esprit de cet espace, c'est un esprit qui est très fort en Madrid et en Espagne, c'est l'esprit de la culture libre, on appelle. Et ça, c'est vraiment très fort. Avant, j'ai pas parlé de ça quand j'ai parlé des indignés. C'est essentiel, ça. En Espagne, cette idée que la culture, c'est un produit, c'est le résultat de quelque chose qu'on a fait entre tous,
c'est vraiment très fort. Et il y a un mouvement très fort pour empêcher qu'on entend la culture comme quelque chose vraiment de l'industrie culturelle. C'est pas contre l'industrie culturelle, mais il ne doit pas avoir que ça. La culture, c'est aussi d'autres choses. C'est surtout d'autres choses. Hein. Et du coup, il y a toute une culture de les licences ouvertes, ça s'appelle. C'est-à-dire que si tu fais des choses, c'est plus intéressant de les laisser que d'autres choses utilisent ce que tu as fait pour l'améliorer, que cette personne aussi, une fois qu'elle a amélioré ça, le donne aussi à d'autres gens pour que ça s'améliore en continuation. Et ça s'appelle, par exemple, de licence libre, la plus connue peut-être c'est Creative Commons. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais c'est un peu, normalement, quand tu fais une création, la loi dit que cette création est protégée. Personne ne peut copier ça. Par contre, il y a des gens qui nous sommes convaincus que c'est plus intéressant si les gens copient. Et il y a des licences, comme la Creative Commons, qui fait une déclaration spécifique sur ça. Moi, j'ai fait, par exemple, cette présentation. Moi, je l'ai publiée sur Internet. Tout le monde peut utiliser ça et copier ça. Moi, j'ai fait expressément une déclaration que j'ai dit tout le monde peut utiliser ça. Et j'utilise cette licence, ça s'appelle Creative Commons. Cet espace, Media Lab Prado, c'est un espace qui est basé sur ça. Il est basé sur la culture peer-to-peer, c'est-à-dire une collaboration. Tu peux pas aller dans cet espace à développer ton projet à toi. C'est ce qu'on parlait avant quand on parlait de l'intelligence collective. Tu as une idée, tu veux développer ça, mais tu vas développer ça avec d'autres gens. Du coup, le projet commence à changer. C'est ça l'esprit qui change les choses. Et je pense qu'avec ça, on peut commencer à voir ce que je voulais dire tout à l'heure, cette idée de changer l'attitude des citoyens déjà par rapport à notre style de vie et à notre forme de vivre la ville. C'est-à-dire que on doit être protagoniste de la construction de l'identité de notre propre quartier, de notre propre ville. Et des fois, on fait ça pas avec une action spécifique sur une transformation d'une rue, mais avec une action qui transforme la culture qui est associée à un quartier, à une rue ou à une ville. Bon, et sur ça, je pense que je parlerai un peu plus avec plus d'intensité après sur Internet. Je vous ai déjà dit que c'est très important le rôle joué par Internet. En Espagne, je connais un peu l'Italie, la France et l'Espagne. J'essaie toujours de faire des différences, même si c'est un peu généralisé, mais ça aide un peu. En France, Internet est utilisé de formes différentes qu'en France. C'est-à-dire, d'abord, c'est clair qu'en France, vous êtes plus inquiété pour la privacité. Ce qu'il n'y a pas en Espagne. Ça, il y a un côté positif, mais il y a un autre côté négatif, je pense, qu'il y a beaucoup de peur dans cette relation avec Internet. Il y a trop de peur, il y a trop de protection, on est vraiment très, très enfermé, et ça empêche je pense, ça donne des problèmes à ce processus de création d'intelligence collective. Ça, c'est les centres culturels, non? J'ai parlé les gens que vous voyez là, c'est un peu cette génération dont j'ai parlé, non? Des jeunes architectes ou d'autres formations qui ont commencé à penser une nouvelle forme, non? Les collectifs dont parlait tout à l'heure Christophe. Et même si nous, on a été un peu partie du spectacle, c'est-à-dire que dans ce centre culturel, on nous appelait pour donner des conférences, pour faire des workshops et tout ça. Et du coup, ça c'était aussi un peu spectacle, mais ça donnait aussi une force aux propositions qui étaient en train de développer ces gens-là. Et je disais ça parce que justement par rapport aux universités, non, vous voyez l'image, c'est gris. C'est exprès, ça, non? En fait,
Les universités, ils sont en train de s'enfermer. C'est vraiment, c'est dommage. On doit bouger beaucoup, on doit changer nos universités parce que l'université doit avoir un rôle fondamental dans la société. Maintenant, l'université est devenue un système de certification de certaines connaissances qui, en plus, comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien parce que cette spécialisation, ça me donne pas une position forte dans la société. Non? Ma génération, je connais pas trop la France, mais en Espagne et en Italie est clair. Ma génération, elle n'a pas un rôle associé à la société. Ce rôle qu'on devait avoir grâce à un diplôme, on l'a pas. Du coup, dans les universités, il n'y a pas les débats que par contre se sont passés dans les centres culturels en Espagne. Non? Estos son, c'est un peu, j'ai amené un peu des exemples des collectifs, des groupes, dans ce cas d'architectes, mais il y a d'autres types aussi, qui ont commencé à créer cette nouvelle démarche, cette nouvelle vision. Là, j'amène l'un des, certains c'est vraiment c'est connu, Suloark, c'est un des plus connus, Vasurama. Vasurama, c'est les gens que j'ai connus à Paris, c'est ceux qui ont fait cette démarche dans la nuit blanche à Madrid, qui ont changé la manière d'entendre ça. Basurama, c'est un peu un jeu de mots avec la poubelle. Basura est poubelle. Et en fait, ils travaillent beaucoup sur la réutilisation dans tous les sens, même dans le sens de l'urbanisme. Après, il y a un réseau très important qui s'appelle Arquitecturas Colectivas, que ça c'est aussi très intéressant. Ça fait déjà des années où que les gens, on peut dire, qui voient une forme différente de construire la ville, ils ont commencé à se rencontrer dans différentes villes, chaque année dans une ville différente. Et cette rencontre, c'est important parce que c'est un peu ce que je disais par rapport à, non, je sais pas si je l'ai dit, mais quand j'ai parlé des portes del sol, des indignés, nous, on était tous là, on ne savait pas pourquoi, mais c'était important. Parce que on se voyait tous. Et ça nous donnait une force que maintenant, ça continue à exister. D'ailleurs, il y a une anecdote que je ne veux pas laisser oublier. C'est nous qu'on a décidé de quitter la place. Parce qu'on a dit, c'est fini les symboles. On a pris la place, c'était un symbole. Maintenant, il faut construire. Différence entre choisir et construire. Et on s'est répartis dans les quartiers. On a dit, bon, maintenant, chaque quartier commence à travailler sur son espace, sur son lieu, pour construire des choses différentes. C'est-à-dire que c'est pas une proteste, c'est un processus qui génère quelque chose de nouveau. Non? Et c'est intéressant, cette prise de conscience, je pense, c'est une maturité incroyable de pas se faire prendre pour l'exaltation, parce on est tous là, tous les médias de tout le monde. C'était la place la plus fameuse du monde dans ce moment-là, non? Avant, c'était dans les pays arabes, même après, c'était Madrid, non? Mais je pense que c'est très intéressant, cette décision, non, on s'en va. C'est pas vous qui nous expulsez, non, c'est nous qu'on s'en va. Du coup, ça, ces rencontres-là, Arquitecturas Colectivas, c'est un peu les mêmes. L'idée, l'importance de se rencontrer dans une cité, dans une ville, les différents collectifs de toute l'Espagne qui travaillent sur une différente forme de faire la ville, non? Et il y a eu des différentes rencontres, encore une fois, je retourne sur cette idée Internet. Il y a aussi des lieux de rencontres numériques. Ça, je l'utilise un peu comme exemple parce que c'est aussi très exemplaire, on peut dire. Parce que c'est un blog qui est né
qui est né par l'initiative de la mairie de Séville. C'est-à-dire que l'histoire aussi, l'anecdote, c'est intéressant. Ils ont organisé un congrès sur la ville. Ça fait des années. Ça n'a pas marché. Personne n'est allé à ce congrès. C'était un symposium, je sais pas comment vous disiez ça, non? Une rencontre très, très grand et tout ça. Beaucoup d'argent, comme, très cher. Et personne n'est allé. Du coup, il y avait des gens qui disaient, mais pourquoi vous dépensez autant d'argent si on peut faire des choses plus intéressantes avec 10 fois moins d'argent? Du coup, ils ont pensé monter cette blog qui, l'idée c'est de contacter avec des gens qui sont en train de travailler toujours ces collectifs et des chercheurs, des experts pour écrire dans ces blogs ce qu'il fait, quelles sont ses recherches. Et du coup, on commence à changer beaucoup d'informations et ça donne une ambiance, une richesse, un échange culturel vraiment très fort. Ça, c'est intéressant parce que c'est né par rapport à une institution publique. Et là, on vient finalement à Internet et pourquoi l'importance d'Internet. Et tout à l'heure, j'ai parlé des collectifs d'architecture, sous le arc, Basurama. C'est un peu des exemples. Il y a beaucoup. Mais il y a une chose que c'est intéressant parce que il y a 10 ans, quand ils ont commencé, la proposition d'un groupe de personnes qui travaillent ensemble avec un nom collectif, c'était vraiment très innovatif. Mais maintenant, on est en train de, je pense, aller encore plus loin. Et c'est un peu cette idée d'une identité développer un réseau. Ça veut dire que, en fait, les collectifs, des fois, ont des problèmes par rapport à la santé de différentes identités qui forment l'identité collective. Basurama, ils sont 8 personnes. Finalement, chaque personne a une forme différente de voir les choses. Et des fois, ça donne beaucoup de problèmes vis-à-vis à développer des projets. Parce que ils doivent toujours, comme c'est horizontal, ils doivent être toujours tous d'accord. Et en plus, on a commencé à voir que la démocratie, pour la majorité, c'est pas du tout intéressant. C'est pas que s'ils sont 8, 5 sont d'accord, et 3 personnes ne sont pas d'accord, que c'est bien. Parce que pourquoi ces 3 personnes ne doivent pas... Quelle est la valeur, non, de ces 3 personnes? Du coup, ça commence à être un peu problématique, la gestion de cette idée du collectif. Maintenant, il y a beaucoup de monde en Espagne quand on commence à travailler en réseau. Les indignés travaillent en réseau. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre les médias et les politiciens, par exemple, parce qu'ils cherchent des têtes. Il n'y a pas de têtes, il n'y a pas de chefs. Ça, c'est difficile à comprendre et des fois, peut-être que des gens pensent aussi que ça va pas être effectif, ça va pas donner vraiment un changement parce que comme il y a des gens qui sont les chefs, tu peux pas avoir des interlocuteurs pour changer des choses. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Je pense que justement, il commence à se développer des identités. Moi, je veux parler de comme moi je vois les indignés, mais moi je suis pas les indignés. Ça, c'est important. Chacun a son idée des indignés. Il n'y a pas une définition. Il n'y a pas un accord. Il n'y a pas une majorité qui a dit, bon, ça, c'est les indignés, non? Et ça, c'est important. Et, dans le système aussi d'échange d'informations, de production culturelle et de développement professionnel, plus que monter des boîtes, plus que les collectifs, ça commence à se développer cette idée de travail en réseau. Et ça, quelque part, ça a été favorisé par Internet. Ça, c'est un peu une interprétation que j'ai fait, parce que
Maintenant, je sais pas si c'est le même en France, mais en Espagne, c'est normal l'idée que si moi je fais quelque chose, je partage. Si je fais une recherche, si je fais un développement, si je fais un projet, je le mets sur mon blog et je partage. Tout le monde doit voir ça. Maintenant, ça, en Espagne, c'est super normal. Mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Par exemple, qu'un cabinet d'archi publiait un projet à lui dans une page web pour que tout le monde puisse télécharger ça. Maintenant, en Espagne, c'est complètement normal, tout le monde fait ça. Mais il y a 10 ans, non. Ça, c'est un changement d'esprit, c'est-à-dire, faut pas protéger, c'est partager, c'est donner un avance. Hein. Et il y a une conséquence à ça, c'est que si je connais ce qui est en train de faire un ami archi, parce qu'il a publié sur son blog, je peux avoir une relation avec lui plus riche, parce que je connais ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est le réseau. C'est un échange continu d'informations. On peut le voir dans le milieu professionnel ou dans l'activisme, non, comme est en train de se passer avec les indignés. On revient sur l'idée de Sentient City. Vous avez vu, je vous ai voulu montrer un peu des choses qui sont réelles, qui sont déjà en train de se passer en Espagne, et on retourne un peu sur l'idée de la Sentient City. Non, pourquoi la technologie? Maintenant, je pense que c'est clair, simplement parce que ça simplifie la communication, le partage. C'est pas autre chose. C'est pour ça que j'aime pas Smart City, parce que ça me donne cette idée que tout est automatique, qu'il n'y a pas les gens, que la personne n'est pas dans le centre du système. Non? Par contre, quand je parle de Sentient City, nous, la personne, le citoyen, est dans le centre du système et utilise la technologie simplement pour ça, pour communiquer et partager. Et ça, comme disait Pierre Lévy, ça nous amène à des processus d'intelligence collective, comme celui qu'on a vu à Puerta del Sol, les indignés. Ça, c'est... on en parlait avec Catherine en arrivant. En fait, des fois, on peut penser qu'on pense vraiment de changer les choses, mais finalement, ça sert à rien. Des fois, on pense ça, non? Mais par contre, nous-mêmes, on peut dire qu'en Espagne, on a vécu un moment où vraiment, nous semblait que, en question par d'années, ça allait tout changer. Parce qu'on était vraiment très exaltés. C'est-à-dire, c'est parce que moi, je vous ai conté une petite partie des choses qui sont en train de se passer en Espagne, après à Madrid notamment. Après, si vous voulez, je peux continuer ainsi à commenter un peu plus. Mais l'idée qu'on est en train d'expérimenter les systèmes qui nous amènent à développer une intelligence collective, ça vient de commencer. C'est une chose vraiment très nouveau. On n'a pas eu ça avant. Et les premiers résultats a été les indignés. Mais on peut pas imaginer où on peut arriver au fur et à mesure où tous on commence à comprendre cette démarche de connexion à un réseau, que c'est pas une chose qui a à voir avec la technologie. Je veux aussi encore une fois insister sur ça, parce que des fois ils m'ont demandé bon, qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qui va passer si du coup ça marche pas Internet, la technologie tombe, et on peut pas utiliser Internet. Ben, moi je suis convaincu que les gens qui ont appris à partager grâce à Internet, ils continuent à partager sans Internet. Moi, je l'ai vécu moi-même. Un cabinet d'archi qu'avant, il pensait pas du tout à montrer son travail. Non? Une fois que tu as appris que si tu partages, tu as un bénéfice mutuel, tu le fais n'importe où. C'est pas seulement une question numérique. Je vous ai parlé de ce système, je pense que vous connaissez, des groupes de consommation. C'est pas
C'est pas un système qui a à voir seulement avec Internet. C'est des gens qui veulent manger des choses qui c'est naturel, non? Ils s'organisent pour avoir ça, non? Et, donc il faut voir ça. Et j'insiste, une fois parce que pour être encore plus clair, je pense que beaucoup de gens nous avions déjà l'intuition que partager c'était bien, mais on n'avait pas les moyens d'expérimenter les bénéfices très vite. C'est ça qui a fait Internet. Il nous a permis dans ce domaine spécifique, c'est vrai, d'essayer d'expérimenter personnellement les bénéfices du partage, parce que c'était très vite. On a vu qu'en partageant des choses, on avait des bénéfices mutuels. Du coup, on a appris, on a dit, bon, c'était vrai, j'ai imaginé ça, mais maintenant j'ai vraiment la certitude que si je partage, j'ai des bénéfices. C'est pour ça que je pense qu'une fois que beaucoup de gens, une fois que les gens commencent à expérimenter ça, l'attitude, ça change, même si on n'a pas la technologie. Je retourne sur ça, non? C'était ça. La technologie a favorisé ça. Je vous ai parlé de toute la communication qui est en train de se passer dans les différentes places des villes d'Espagne, mais aussi, je pense que je vous ai pas dit, ça c'était aussi parce que, après j'ai connu, non? Il y a eu un appel sur les réseaux sociaux. On a dit, bon, la police nous expulse, nous on retourne. C'était 30, et là, après c'est devenu, je sais pas combien de milliers, non? Et je rentre, on était en train je vous rappelle de la Sentient City. Je retourne un peu sur cette idée que j'ai parlé tout à l'heure. Là, j'insiste sur l'importance de la dimension du quotidien. Parce que, il faut pas oublier comment nous vivons, jour à jour. Sur ça, il y a un autre concept que c'est important, c'est cette idée de la dimension globale. Global est un mot qui est un peu l'union entre deux mots, que c'est le local et le global. Ça veut dire que dans notre dimension quotidienne, réellement, on n'est pas en train de vivre seulement ce que nous voyons à notre entourage, notre alentour, mais il y a plein de choses qui affectent, qui sont associées, qui donnent des effets directs sur les espaces que nous vivons, qui passent ailleurs. D'ailleurs, la crise, moi j'aime pas du tout ces mots-là, mais pour nous entendre, j'aime pas parce que c'est pas la crise, c'est qu'on est en train de tout changer. La crise, c'est comme on dit, bon, ça va retourner comme avant. C'est un peu cette idée que c'est tout cyclique, non? L'économie et tout ça. Non, est-ce que non, ça va pas retourner comme avant, on est en train de changer. Mais bon, on va, donc, la crise, comme les médias nous la décrivent, c'est quelque chose qui est global, mais il y a des conséquences vraiment très spécifiques à niveau local. Ça, c'est un exemple très facile. Mais il y a un autre exemple qui des fois me semble plus intéressant, que c'est par rapport à notre relation sociale. Moi, je l'ai vécu. Je pense que vous aussi, peut-être vous êtes en train de vivre cette situation. Je pense que c'est de plus en plus commun le fait que les réseaux, c'est-à-dire les gens qui font partie de notre vie, vivent ailleurs. Vivent pas dans notre quartier, vivent pas dans notre ville, vivent pas dans notre pays, vivent pas dans notre continent. Moi, d'ailleurs, je viens d'un petit village à côté de Rome. J'ai quitté le village, je suis allé à Rome. De Rome, je suis allé à Paris. De Paris, je suis allé à Madrid. Dans cet processus, j'ai connu des gens qui font partie de ma vie. Ils font partie de ma vie aussi grâce aux nouvelles technologies. Parce que j'ai avec eux une communication constante. C'est pas comme mon grand-père qui a émigré aux États-Unis. Il venait
chaque 10 ans, 15 ans au village. Et après, on parlait, on appelle de temps en temps, une postale, tout ça. Non? Maintenant, c'est normal d'être en train de communiquer avec des gens, les amis, la famille, constamment. Et ça, c'est la dimension locale. C'est-à-dire que, parce que qu'est-ce que c'est plus important que les réseaux sociaux, non? Les amis, la famille, non? Qu'est-ce que c'est plus important que ça? Mais, ces relations-là, c'est quelque chose que maintenant, je pense que c'est déjà assez généralisé. C'est pas quelque chose qui fait partie de l'espace physique que nous habitons. Parce que ces gens-là, ils sont partout. Mais, on n'oublie pas, parce qu'on se relationne avec eux, même s'ils sont pas là physiquement. Donc, je pense que, actuellement, dans les débats, dans le développement, dans la recherche urbaine, nous avons un manque. Moi, j'essaie de travailler dessus, d'éviter cette manque, de réflexion sur cette condition de vie qui nous amène à une relation différente. Je dis ça parce que combien de temps nous dédions à cette communication que nous faisons avec les gens qui sont pas à côté de nous, non? Parce que c'est important, non? Et ça, comment ça change ça par rapport à la forme que nous avons de vivre l'espace que nous habitons. Et après, avec ça, je vais retourner pour expliquer pourquoi je pense que même si nous avons ça, finalement, nous arrivons à valoriser plus l'espace physique que nous vivons. Les réseaux sociaux, on a parlé de ça. Le journalisme citoyen, c'est un peu ça, cet échange de communication avant les médias. Je vous ai raconté, non, l'idée de l'histoire des indignés. Les gens qui ont filmé la police frapper aux jeunes, ça c'était pas une nouveauté. Toutes les manifestations, il y a toujours mais les médias normalement montrent pas cette image. Sauf si on a intérêt à donner une image violente de la manifestation. Et du coup, les violents, c'est les manifestants. Mais normalement, les médias donnent pas des images où on voit la police frapper aux gens. Par contre, avec le journalisme citoyen, on commence à partager des informations que normalement on voyait pas dans les médias traditionnels, non? On en parlait toujours tout à l'heure aussi avec Kevin. Il y a des images sur YouTube en Espagne où on voit par exemple des violents, parce que Catherine aussi me demandait, mais comment ça se fait qu'en Espagne les indignés c'est pas un mouvement violent? Ou mieux, la question c'est différente. On sait déjà que c'est pas des violents, mais comment c'est possible que les violents ils ont pas réussi à se mélanger et donner, non, à casser l'image du mouvement. Parce que ça c'est possible parce que les mouvements c'est vraiment, il y a une identité, une conscience, une culture vraiment non violente dans tous les gens. Et les violents ils sont isolés pas avec la violence mais avec la parole, non, c'est-à-dire avec une attitude. Tu es violent, tu es pas comme moi. Et le journalisme citoyen aide à ça. Quand on voit un violent, on le filme pour le montrer. Et après, on a eu des cas où on voit que, je veux pas faire je pense que j'ai pas tout le temps contre la police, mais on a des cas qu'on a vu en Espagne où les violents c'était des policiers. On voit un groupe de personnes qui étaient violents, les gens ils ont isolé les violents et après ces gens-là qui avaient une communication à les oreilles, ils s'étaient tapés, ils ont reçu l'ordre de quitter et on voit le groupe qui comme il n'a pas pu faire plus, il a été isolé. Tout ça c'est possible, parce que on a commencé à communiquer, à faire ce journalisme citoyen. Et ça génère une chose qui je pense que c'est très intéressant, c'est l'ambient awareness. C'est-à-dire qu'on est en train de développer une sensibilité à l'ambiance.
c'est-à-dire à l'espace physique où on vit. Je vais essayer d'expliquer. Normalement, si j'ai vécu toute ma vie dans un quartier, j'ai une très forte sensibilité à ce qui se passe dans ces quartiers. Parce que j'ai des relations sociales qui font que je connais plein de monde et je comprends ce qui s'est en train de passer. Parce que s'il y a cette femme qui passe tous les jours et je la vois pas aujourd'hui, demain je la vois pas passer et après je la vois pas passer, je commence à penser, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ça c'est possible parce qu'il y avait, maintenant il y en a plus, toujours moins, cette relation sociale, non, cette vie pendant des années dans un même lieu. Mais normalement, avec cette communication qu'on est en train de développer au niveau citoyen, on commence à retrouver, même si c'est dans une forme différente, une sensibilité à l'entourage. Parce que on peut lire ce qui est en train de se passer dans un quartier. Je vous ai parlé d'un blog à Madrid qui parle de ce qui se passe dans un quartier. C'est un premier pas pour retourner à avoir cette connexion avec les gens qui vivent dans le même quartier, non? Et ça c'est important parce que si moi j'ai pas cette sensibilité et j'ai pas cet intérêt, je ferai jamais partie des processus de construction d'identité de cet espace. Je serai toujours isolé chez moi. Je suis content, même si je suis content, isolé chez moi, mais je suis pas parti, je suis un consommateur, encore une fois, non? C'est-à-dire, il y a des philosophes qui disent, moi je suis assez d'accord, nous, maintenant, on ne vit pas un espace, mais on vit un temps, une époque. Non, nous, on vit pas un espace parce qu'on a perdu cette relation avec l'espace, sinon qu'on vit un temps, une époque. Moi, je suis convaincu qu'on va retourner à vivre les espaces. Je vais terminer, et ça c'est un peu par rapport à l'identité locale, non? L'importance de faire partie de l'identité locale. Il y a un cas très connu en Espagne, c'est Barcelone, qui a construit une identité forte, une marque. Même moi j'aime pas du tout cette idée, mais il y a des marketing urbains, non? Barcelone, il s'est construit une marque comme ville vif, non? Une ville culturelle intensive, mais c'est le résultat d'une construction d'image qui a été construite en haut. Et les citoyens, ils ont juste eu la possibilité de choisir, ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais ils font pas partie de cette construction. Donc, je dis ça parce que maintenant, même s'ils ont eu des bénéfices sur ça, parce que la ville, ça a aidé à développer tout ça, maintenant, ça vient les problèmes. Parce qu'ils ont une ville que c'est pas à eux. Beaucoup de gens à Barcelone, ils ont marre des touristes. Ils disent, c'est la ville, c'est à qui? Ça, c'est parce que la projection, la gestion urbaine qui a été développée dans cette ville a été carrément mauvaise, parce qu'ils ont construit une ville qui n'a pas pensé à l'identité locale comme quelque chose qui est construite par les citoyens. Et ça nous amène un peu la ligne générale, non, que j'ai parlé juste tout le temps dans cette présentation, c'est un peu l'attitude peer-to-peer, on appelle, non? Personne, en anglais c'est persona a persona, non? Personne à personne. Connexion horizontale. Et ça, cette image, je vais essayer d'expliquer ça aussi par rapport à une transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que c'est importante. Allez, je vais chercher les mots. Je connais pas les mots. Mais en fait, on peut voir si les points rouges, c'est une personne, par exemple, c'est moi. Moi, j'ai une connexion avec d'autres gens. J'ai fait des choses avec d'autres gens. Mais une chose intéressante, c'est que les autres gens aussi, ils se relationnent entre eux. Ça, je les mets comme exemple parce que c'est vrai que moi, je suis dans le centre. Parce que quand on parle d'identité en réseau, quand on parle des réseaux,
on peut un peu avoir peur qu'on est en train de retourner sur un discours un peu individualiste. Parce que je vous avais dit aussi, cet problème qu'ils ont les collectifs, qu'ils n'arrivent pas à avoir des fois un accord sur des sujets, et je disais, bon, des fois c'est plus intéressant travailler en réseau qu'un collectif, parce que chacun a son idée, et on trouve un accord qui bouge. Et ça n'empêche que chacun a son identité. Mais il peut avoir un retour sur ça individualiste. Et je trouve que ça ne devient pas individualiste au moment où on se rend compte de ce système. C'est-à-dire que c'est toujours une relation avec d'autres personnes et on n'est pas en train de parler seulement d'une identité ou d'un individu, sinon d'une identité sociale. Que ça aussi, il expliquait Pierre Lévy, il disait, si une personne aujourd'hui, il n'est pas engagé dans une position professionnelle, économique, relationnée comme cette marché, cet échange de marché, il voyait trois dimensions du marché maintenant, que c'est la production, la transformation et la communication. Si une personne, il n'a pas, on peut dire très simplement, un travail normalement rémunéré, un salarié, dans une de cette position, normalement il a pas une identité sociale. La société ne reconnaît pas son identité, parce que tu es pas utile à la société, basiquement. Donc, il disait, et moi je suis d'accord, on est en train heureusement de transformer ça, ça va être difficile, c'est une transformation, c'est pas une crise, et c'est un peu ça l'idée, non? Nous on est des individus, mais on n'est pas individualistes, parce qu'on est en train de construire une identité sociale qui est basée pas sur cette position dans les marchés économiques, sinon dans notre relation horizontale avec les autres gens, en sachant que je me relationne avec les gens personne à personne, mais aussi tous les gens ils se reconnectent, ils s'organisent entre nous collectivement. Et ça nous amène à cette idée de la co-responsabilité. C'est un peu l'idée de parler pas des délégués, non, on parlait avant de la participation, sinon que dans cette construction sociale, on doit être co-responsable. Il y a une responsabilité qu'on doit assumer. Et sur ça, il y a une chose qu'il faut aussi entendre, que la responsabilité, les niveaux, l'intensité de la responsabilité doit être variable. On ne doit pas nous obliger à être trop compromis. Je sais pas si je m'explique bien. Parce que des fois, dans les systèmes collectifs, encore une fois, on s'oblige, on se donne, on nous oblige à avoir une intensité, une implication trop forte qu'on peut pas assumer. Donc, encore une fois, une organisation en réseau accepte que la participation de chacun, ça peut changer et ça peut être dans des niveaux différents et que tous les niveaux d'engagement, c'est intéressant. C'est pas intéressant d'avoir un réseau, un projet où tout le monde est dans le même niveau d'engagement parce que on peut dire que c'est très facilement possible que des gens ils commencent à être stressés sur ça parce qu'ils se sentent obligés à être engagés, mais ils peuvent pas. Et du coup, ils profitent pas de ce qu'ils sont en train de faire. Même si c'est quelque chose de bien, tu le fais pour un compromis, parce que tu es engagé. Donc, l'idée de cette connexion à réseau, ça aussi c'est la rue, et c'est permettre que chacun puisse avoir une intensité différente. Maintenant, on vit dans un écosystème où se développe cette multi-appartenance. C'est-à-dire, moi, je fais partie pas que d'un parti, d'un syndicat, d'un groupe, d'une équipe, sinon que je suis dans plusieurs. Je suis sûr que vous aussi, vous êtes dans plusieurs milieux. Donc, je prends pas parti d'un groupe, non? Je m'identifie pas seulement avec un groupe, mais avec plusieurs. Donc, si je suis si j'appartiens à de différents groupes, c'est normal
que dans chaque groupe, j'ai une implication avec des niveaux différents. Et ça, c'est la santé, en fait. Si on se développe avec ce système, c'est plus facile que la transformation soit possible. Parce qu'on n'est pas dans un projet parce qu'on est obligé, même si c'est nous-mêmes que nous nous obligeons, sinon parce que vraiment on entend que notre apportation est utile. Et moi, je suis vraiment content d'être là. Et je sais qu'à n'importe quel moment, je peux abandonner. Et personne ne se sent offensé. Ça, c'est important. Donc, on arrive un peu à cette idée qu'on avait dit de la ville de la connaissance. Qu'est-ce que c'est la ville de la connaissance? C'est une ville qui est capable d'encourager un écosystème de milliers de microphénomènes, hein, qui sont basés, chaque phénomène, chaque microphénomène, sur cette capacité d'action, d'auto-organisation des citoyens. Soit dit, je suis pas en train de dire que on doit oublier les systèmes existants. C'est-à-dire, il y a des élus qui ont été élus et qui doivent assumer sa responsabilité. Il faut pas oublier ça. D'ailleurs, je vous ai fait l'exemple de Campo de Cebada, cet espace donné en gestion par la ville, aussi pour voir comme des fois il est important de dialoguer avec la gestion publique. Il y a un politicien qui a dit oui. Il a pris sa responsabilité. Ça c'est important parce qu'il est élu. Il faut pas oublier, c'est pas cette transformation qu'on est en train de faire. Ils doivent compter avec des choses qui existent. Il y a des élus qui sont là, il faut dialoguer avec eux. Et ça c'est aussi une chose très forte en Espagne, qu'on est passé d'une confrontation, une proteste continue, à un processus de construction, et on parle avec n'importe qui. Mais on fait front, on a nos idées, et personne ne peut nous changer nos idées. Non, mais on dialogue. Et là, on arrive dans une autre question, parce qu'il y a une autre forme de le voir, c'est entendre l'urbanisme open source. Sont ceux dont je viens de parler, des licences libres, de cette idée d'échange, de partage. C'est un peu aussi ça. Mais la référence à, je ne sais pas si vous connaissiez le mouvement open source. Normalement, c'est associé au développement du software, du logiciel, mais maintenant, on l'applique à n'importe quel domaine. Il y a un système très important de cet écosystème, non, de cette structure, que c'est des structures légères, où il y a pas il y a des responsables qui se prennent en charge le développement d'un logiciel. Mais après, il y a beaucoup de gens, des volontaires, on peut dire. C'est pas bénévole, c'est des gens qui aiment développer du logiciel, qui travaillent au projet pour qu'ils savent que le résultat de ce projet est libre. Et tout le monde peut réutiliser ce projet. Ils savent qu'ils sont pas en train de travailler pour une boîte qui va les exploiter gratuitement, sinon ils savent que ils sont en train de travailler sur quelque chose qu'après tout le monde peut réutiliser. Donc c'est quelque chose qui enrichisse la société. Mais c'est intéressant le système, c'est-à-dire que même si c'est comme ça, il y a quand même un système de gestion. Il y a des gens qui seront responsables de la gestion de la structure. Mais c'est intéressant, quelle est la relation entre les volontaires et les gens qui gestionnent. Il sait que les gestionnaires jamais peuvent obliger ou demander un travail à les gens qui sont en train de travailler. Sinon que le système c'est à l'envers. Les gestionnaires voient tous ceux qui sont en train de faire les gens volontairement, ils choisissent les choses les plus pointues et les plus bien faites de la groupe, ils construisent les logiciels. Mais jamais ils peuvent obliger. Donc l'idée d'un urbanisme open source, c'est un peu ça aussi. Voir tout ce qui est en train de se faire par la citoyenneté, non? Il y a plein d'activités qui se font. Voir les choses les plus intéressantes. Et toi, comme tu as un pouvoir, même des ressources, donner un appui à cette démarche
parce que en plus tu sais, tu as une vision globale de la ville, tu sais que peut-être cette démarche qui s'est en train de développer dans cet quartier, c'est intéressant aussi dans d'autres quartiers. C'est un peu l'idée de l'urbanisme open source. Tout ça, je veux pas insister, seulement quelques exemples pour terminer un peu avec des idées, pas trop de théorie. Qu'est-ce que ça donne cet urbanisme open source, la ville de la connaissance? Un exemple, c'est ça. Ça, c'est un plan de route en vélo par la ville de Madrid. C'est-à-dire que Madrid, c'est pas une ville spécialement facile pour les gens moi aussi j'utilise le vélo, c'est pas très facile, mais par contre il y a tout un mouvement vraiment avec une croissance incroyable des gens qui utilisent le vélo pour bouger dans la ville. Et du coup, grâce aussi à un blog, la communauté des gens qui utilisent le vélo, et nous avons développé, non, la communauté, je vous dis pas moi personnellement dans ces cas, mais on peut dire la communauté, nous avons développé un plan avec les rues les plus faciles en vélo, non, les rues où il y a moins de voitures et tout ça, non. Donc ça c'est un cas d'urbanisme open source. Pourquoi? Parce que la mairie aussi, elle a vu ce plan, elle a dit bon, ben ça c'est quand même un bon ressource, non? Et ils ont pris ça comme c'était avec une licence libre, encore une fois, culture libre. Ils ont parlé avec les gestionnaires du blog. Ils ont dit bon, si vous voulez, on peut faire des plans en papier et on va les distribuer dans la ville. Donc ça c'est un cas de et après il y a d'autres cas, mais je veux pas trop insister. Je sais pas si vous connaissez un peu l'idée du crowdfunding, non? Cette idée de financiation collective des projets. Et ça commence à exister déjà des plateformes qui aident des citoyens à s'organiser pour regrouper de l'argent pour des œuvres qui se font dans le propre quartier. Ça, c'est intéressant parce que il faut pas oublier que nous payons déjà des impôts. Et du coup, on est en train de donner en plus de l'argent nous-mêmes pour faire des œuvres dans notre quartier. Mais c'est intéressant parce que normalement, ces projets-là, c'est pas justement seulement donner de l'argent. Des fois, l'argent, la quantité, c'est un peu symbolique. C'est plutôt monter des communautés qui se réunissent pour parler, par exemple, dans la construction d'une école dans les quartiers. Non, c'est-à-dire, normalement, on fait pas ça, non? Il y a, la mairie dit, bon, il faut une école. Ils font des réunions très vite avec les intéressés, peut-être, les voisins, et c'est fini. Non, non. Ici, c'est l'idée, bon, on va être un peu responsable de ça, on va faire des réunions pour tous les processus. Non? Il y a aussi cette question de l'aide, en plus avec l'argent, et un système de transparence, parce que ici, il y a aussi, normalement, la plupart de l'argent, c'est la mairie qui met l'argent. Mais tu peux voir combien d'argent c'est mis, à qui c'est dépensé l'argent. Tu rentres dans le discours comme un acteur. Et l'idée, c'est, il y a une école qu'il faut se faire dans notre quartier, et on doit arriver à avoir un argent. Les citoyens aussi peuvent participer, mais c'est avec des quantités réduites. C'est plutôt un système pour qu'ils s'engagent. Par exemple, tu mets 20 €, mais c'est un système pour que tu t'engages dans le processus. L'argent, on doit le mettre la mairie, la plupart, non? Ou, par exemple, c'est aussi un système pour que d'autres, par exemple, des fois, il y a d'autres institutions publiques qui communiquent pas trop entre eux. Et ça, c'est un système pour agiliser, pour rendre plus agile les communications. Et des fois, aussi des fondations, tout ça qui peuvent aider la construction. Après, on peut être d'accord ou non avec le système, mais c'est un exemple de comment la chose évolue. Et je vais terminer parce que sinon c'est trop long. Ça, c'est un message que moi je lance toujours avec mes présentations.
vamos a cambiar, vamos a changer, vamos a changer, on va changer tout. Nous sommes les acteurs de ces changements et nous, c'est les réseaux. J'insiste un peu sur ça. Ça, c'est possible parce qu'on communique en réseau. Ça, c'est un peu le message final. Et voilà.